The Kennedy Center will soon close for 2 years. President Trump says it's for construction, revitalization, and complete rebuilding starting on July 4th. Recently, several performers scheduled to appear at the Performing Arts Institution pulled out following Mr. Trump's takeover. CBS News White House reporter Olivia Rinaldi is joining us now. So, Olivia, this is just the latest controversy surrounding the Kennedy Center and President Trump. Explain the rationale behind the decision. Depuis 1971, le fonctionnement continu du Kennedy Center était considéré comme une expression stable de la politique culturelle fédérale. La décision de l'interrompre, même temporairement, marque un changement institutionnel aux implications plus larges. Washington, le 23 janvier 2026. C'est à cette date que dans un communiqué officiel publié par la présidence du Kennedy Center, il a été confirmé que les activités du principal centre des arts du spectacle des États-Unis seraient en suspendu pour une période estimée à 2 ans. La justification invoquée était la nécessité d'une restructuration complète de l'infrastructure du site avec la promesse d'une réouverture dans un état inédit. Cependant, cette décision n'est pas venue de nulle part. Elle fait suite à une série de démissions, d'annulations et de conflits internes qui, au cours de l'année dernière, ont compromis le fonctionnement normal de l'institution. Depuis la nomination de Richard Grenell à la présidence du conseil d'administration, jusqu'à la série de départs dans les domaines artistiques et techniques, les signes de rupture s'accumulaient lentes. Néanmoins, l'annonce de la fermeture complète a représenté un nouveau niveau d'anomalie institutionnelle, car il s'agit d'un espace fédéral qui joue un rôle culturel continu depuis plus de 5 décennies. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La première fissure publique est apparue en février 2025, lorsque la présidente de l'institution de l'époque, Deborah Ruher, a été démise de ses fonctions sans consultation du conseil plénier. Cette mesure, suivie du remplacement immédiat de membres stratégiques, a modifié l'équilibre interne du centre et conduit au départ volontaire d'artistes associés de longue date. Au cours des mois suivants, le modèle d'ingérence directe dans les décisions curatoriales, la renégociation de contrats sans soutien technique et le réorientement des programmations vers des agendas idéologiques spécifiques ont accentué les tensions avec une partie importante de la communauté artistique. Plusieurs spectacles déjà confirmés ont été retirés de l'agenda, et des productions de renommée internationale, telles que la première d'une symphonie inédite de Philip Glass, ont été annulées pour des raisons jugées peu convaincantes par les critiques et les sponsors. Le retrait de la participation du National Symphony Orchestra en mars et la démission de Ben Folds en tant que conseiller artistique en avril ont renforcé l'impression que le Kennedy Center fonctionnait selon une logique exceptionnelle. Mais c'est la décision de modifier la dénomination officielle du lieu en décembre qui a consolidé la rupture. Le remplacement du nom original par Trump Kennedy Center, sans délibération du Congrès ni consultation du personnel technique du centre, a été accueilli par des protestations et des avis juridiques défavorables. Cette mesure a contredit la disposition de la loi fédérale qui établit le Kennedy Center comme mémorial officiel du président John Fitzgerald Kennedy, lié au patrimoine historique national. La réaction n'est pas venue uniquement des détracteurs habituels de l'administration présidentielle, mais aussi d'anciens directeurs, d'artistes indépendants et de fonctionnaires de carrière liés au ministère de la Culture. Néanmoins, le changement était maintenu, avec une nouvelle façade et une nouvelle identité visuelle. En interne, les documents et les panneaux de signalisation ont été remplacés à un rythme accéléré, sans que le processus ne fasse l'objet d'un examen de conformité institutionnelle. La procédure, bien que contestée en justice, est restée en vigueur au cours des mois suivants, accentuant le vide dans la programmation et le retrait du soutien des institutions partenaires. La série de démissions s'est intensifiée après la nomination de Kevin Couch au poste de vice-président de la programmation artistique, qui n'a duré que 5 jours. Cette courte période de gestion a été marquée par des réunions annulées et l'absence d'approbation de tout nouveau projet de saison. Dans le même temps, des spectacles de grande envergure, tels que ceux de René Fleming du Washington National Opera et de la compagnie Martha Graham, ont été officiellement retirés du calendrier. Le départ de la fanfare officielle de la marine américaine, une institution directement liée à la Maison-Blanche et régulièrement présente au centre depuis 1798, a ajouté une couche de complexité à la crise. La justification avancée par le groupe pour son absence était l'incompatibilité entre les principes du programme prévu et les nouvelles directives de la direction du centre, faisant référence à la suspension des politiques de diversité culturelle. La formalisation de la fermeture n'était donc pas seulement un acte technique de restructuration physique.
Elle s'inscrit dans un processus plus large de reconfiguration institutionnelle dont les motivations et les conséquences n'ont pas encore été complètement clarifiées. Ce qui est en cours dépasse la logique d'un travail d'urgence. Il s'agit d'un litige juridique et administratif sur le rôle de la culture dans une structure fédérale et l'extension de l'autonomie présidentielle sur des espaces traditionnellement protégés par des réglementations bipartites. Ce type d'analyse, qui cherche à comprendre non seulement l'événement immédiat, mais aussi le déplacement institutionnel plus large auquel il appartient, fait partie du travail que nous réalisons ici. Si vous suivez ce type de couverture, pensez à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des lectures qui ne se limitent pas à la surface des faits. C'est dans ce contexte de déconnexion successive entre les fondements institutionnels du Kennedy Center et la conduite adoptée depuis février 2025 que la décision de fermeture prend une tournure plus complexe. Depuis son inauguration en 1971, le centre a été conçu non seulement comme un espace de diffusion artistique, mais aussi comme une expression de la cohésion civique autour de la mémoire d'un président dont l'héritage politique était associé à la valorisation de la culture en tant que dimension publique de la démocratie. C'est pourquoi des interventions administratives de grande envergure, telles que le remplacement intégral de la direction et le changement de nom sans procédure législative, ont déclenché des mesures de sauvegarde juridique et des réactions politiques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Plusieurs pétitions ont été présentées par des associations civiles. Elles soutiennent que toute suspension totale des activités du centre, en particulier pour une période supérieure à 6 mois, nécessite un avis technique motivé par une commission indépendante et l'autorisation expresse du Congrès en raison de la nature commémorative de l'institution. L'absence de ces éléments, à ce jour, soutient la thèse selon laquelle la fermeture temporaire, annoncée, ne répond pas aux exigences prévues par la loi qui régit le fonctionnement du centre. À partir de là, les actions du ministère de la Justice ont été observées avec plus d'attention. Des rapports internes indiquent qu'au moins 3 unités distinctes, dont la division du patrimoine public et celle de la supervision des contrats fédéraux, ont ouvert des enquêtes préliminaires sur la procédure qui a conduit à la décision de fermeture. Ces analyses ne portent pas uniquement sur la légalité de l'annonce en soi, mais sur l'ensemble des actes administratifs qui, au cours des 12 derniers mois, ont affaibli les mécanismes de contrôle interne de l'institution. Parmi les points faisant l'objet d'une enquête figure la dispense d'avis techniques lors de la passation de marché avec des entreprises de restructuration, l'absence d'appel d'offres pour la nouvelle entreprise de communication visuelle et la modification des clauses contractuelles qui ont réduit l'exigence de contrepartie artistique dans les partenariats privés conclus après mars. Ces éléments, bien qu'ils ne constituent pas en soi une infraction, lorsqu'ils sont associés dans le temps et réalisés sous la même instance décisionnelle, sont désormais analysés sous l'angle de l'utilisation abusive de la structure publique à des fins de promotion personnelle et d'alignement politique. Dans le même temps, les commissions culturelles de la Chambre des députés et du Sénat ont demandé des explications officielles sur le budget prévu pour la revitalisation mentionnée dans le communiqué officiel. La loi de finances en vigueur fixe des limites claires aux modifications substantielles dans les centres fédéraux ayant un lien avec la mémoire. Tout travail dépassant un certain budget doit être soumis au préalable à une audience publique et à la présentation d'un rapport technique de faisabilité. À ce jour, rien n'indique que ces procédures aient été respectées. Le fait que le communiqué de clôture mentionne explicitement la possibilité d'une prolongation du délai de 2 ans, sans offrir de garantie contractuelle ou de calendrier techniquement validé, renforce le soupçon que la suspension ne résulte pas d'une exigence logistique, mais d'un mouvement politique visant à paralyser le fonctionnement institutionnel. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des entités telles que l'American Bar Association et le National Endowment for the Arts ont publié des notes dans lesquelles elles expriment leur inquiétude quant au précédent qui est établi. Il ne s'agit pas seulement d'un centre fermé pour rénovation, mais de la possibilité que tout équipement culturel fédéral, même ayant le statut de mémorial, puisse être désactivé unilatéralement sans procédure parlementaire, selon les orientations de la direction de l'exécutif. Les juristes, spécialisés en droit public constitutionnel, ont débattu des limites de l'autorité présidentielle sur les structures dédiées à la mémoire et à la culture, en particulier lorsque ces structures ont été instituées par une législation spécifique et bénéficiant d'un transfert budgétaire continu. Le cas du Kennedy Center, en raison de ses caractéristiques historiques, est devenu un exemple paradigmatique de ce débat, et son évolution pourrait avoir un impact sur les futures normes relatives à la gestion des institutions,
ayant une fonction culturelle fédérale. C'est pourquoi, au cours des dernières semaines, de nouvelles requêtes parlementaires ont été déposées. Elles demandent la convocation des membres de l'actuel conseil d'administration et l'accès intégral aux contrats signés au cours des 12 derniers mois. La Cour des comptes fédérale, sollicitée par des représentants des partis d'opposition et du centre modéré, a ouvert une analyse préliminaire de l'exécution budgétaire du centre depuis le changement de direction, à la recherche d'incohérences dans les rubriques initialement destinées à des projets d'inclusion artistique et à des programmes éducatifs pour les jeunes. Bien qu'il n'y ait pas encore de rapport concluant, les techniciens interrogés par la presse mentionnent des mouvements atypiques de ressources, qui justifient un approfondissement de l'enquête. Dans un contexte plus large, la crise du Kennedy Center est interprétée par les analystes politiques comme un nouveau test du fonctionnement des garanties institutionnelles face à des pratiques qui remettent en cause la prévisibilité administrative. La fermeture prolongée, l'absence de transparence documentaire et le retrait d'artistes de renom constituent non seulement un appauvrissement de l'agenda culturel, mais aussi un déplacement de la fonction du centre. Ce qui fonctionnait auparavant comme un espace d'expression plurielle et de permanence institutionnelle est désormais devenu un territoire de disputes narratives et d'appropriation par un projet politique spécifique. Pour ceux qui suivent la dynamique institutionnelle américaine, il est essentiel de comprendre comment ces mouvements s'articulent et comment ils sont contestés par d'autres instances. Nous continuons à suivre le déroulement de ce processus en prêtant attention à ses effets sur l'équilibre entre la politique, la culture et les institutions publiques. Des interprétations divergentes continueront d'émerger quant à ce qui se passe réellement depuis la fermeture du Kennedy Center. Une première approche, à caractère principalement juridique et administratif, soutient que la série de décisions récentes témoigne d'une tentative délibérée de modifier le statut institutionnel du centre, en l'éloignant de sa vocation commémorative et en le repositionnant comme un équipement culturel soumis à un modèle de gestion directement lié à l'exécutif. Cette interprétation est défendue par des juristes qui soulignent l'absence de procédure compatible avec le régime juridique fédéral en vigueur, notamment en ce qui concerne l'initiative de modifier le nom officiel de l'institution, l'interruption de ses activités sans présentation d'un avis technique concluant et la nomination de dirigeants sans expérience avérée dans la gestion culturelle publique. Pour ces analystes, la convergence de ces facteurs peut être comprise comme un processus d'érosion constitutionnelle, dont les impacts institutionnels n'ont pas encore été pleinement évalués. Dans une ligne différente, certains interprètent en plus cet épisode comme un conflit circonstanciel entre des conceptions divergentes de la gestion et des compréhensions différentes du rôle des arts dans l'espace public. Dans cette lecture, les tensions observées reflèteraient un changement dans l'orientation politico-culturelle du pouvoir exécutif. Un changement qui privilégie désormais certains programmes et s'éloigne des pratiques associées à la neutralité institutionnelle. Bien que ce changement provoque des ruptures par rapport aux normes antérieures, il ne constituerait pas automatiquement une violation normative. Cette perspective, moins courante dans les milieux universitaires, a été adoptée par les défenseurs de l'orientation actuelle du centre. Ils affirment qu'il s'agit d'une redéfinition légitime, soutenue par les attributions conférées à la présidence du Conseil. Les détracteurs de cette interprétation soulignent toutefois que ces attributions ne sont pas illimitées et que le Kennedy Center, soumis à une législation fédérale spécifique, exige des processus délibératifs formels qui n'auraient pas été respectés. Les registres disponibles indiquent que plusieurs audiences techniques et manifestations publiques prévues ont été suspendues depuis le mois de décembre, y compris celles destinées à examiner les effets budgétaires de la paralysie et les sources de financement prévues pour la réforme. Dans ce contexte, le débat s'est concentré sur le degré d'autonomie admissible dans les décisions administratives concernant les institutions de mémoire, et sur la capacité du Congrès à annuler les mesures qui modifient de manière substantielle le fonctionnement des équipements culturels fédéraux. La Constitution des États-Unis d'Amérique, bien qu'elle accorde une large marge de manœuvre administrative à l'exécutif dans les domaines relevant de sa compétence directe, fixe des limites claires lorsqu'il s'agit d'institutions régies par une législation fédérale spécifique, en particulier dans des contextes impliquant des ressources publiques et des symboles d'envergure nationale. Dans le cas du Kennedy Center, il existe des précédents historiques qui renforcent la nécessité d'une procédure législative pour les changements structurels. Comme cela a été le cas pour l'agrandissement approuvé en 1997, précédé d'études techniques et d'avis favorables de 3 commissions parlementaires. À ce jour,
aucune décision judiciaire n'a été rendue pour suspendre officiellement la fermeture. Mais au moins 2 actions ont déjà été intentées par des organisations de la société civile. Elles demandent l'invalidation de l'acte administratif au motif qu'il n'y a pas de compétence pour modifier unilatéralement le fonctionnement de l'institution. Le ministère public fédéral, sollicité par d'anciens dirigeants et mécènes historiques du centre, examine encore la possibilité de déposer une demande de mesures conservatoires. Pendant ce temps, les artistes et les producteurs culturels cherchent des alternatives pour réaliser les spectacles qui étaient précédemment programmés dans cet espace, démontrant que les effets de la fermeture se manifestent déjà concrètement dans le quotidien du secteur culturel. Les experts estiment que l'issue de l'affaire concernant le Kennedy Center pourrait servir de référence pour de futurs litiges liés aux équipements culturels fédéraux. L'hypothèse d'une interruption des activités par décision individuelle, sans débat au Congrès ni soutien technique formel, crée des précédents qui suscitent des inquiétudes parmi les secteurs engagés dans la préservation des monuments civiques communs. Le débat dépasse donc la gestion d'un seul espace. Il a des implications plus larges sur les limites de l'action institutionnelle dans les domaines liés à la mémoire collective et au patrimoine culturel. L'analyse de questions de cette nature exige un suivi permanent et une attention particulière aux décisions qui restent à prendre et qui définiront les contours définitifs de cet épisode. Ici, nous restons attentifs au développement et aux interprétations controversées qui façonnent le paysage institutionnel américain. Pour ceux qui apprécient les lectures fondées sur des faits et sensibles à la complexité du système, celui-ci reste un espace d'observation continue.